Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur ce Ford F-150. Alors on va presque lui dire joyeux anniversaire parce que ça va faire un petit peu plus d'un an que maintenant il est chez nous. On l'a reçu, si je dis pas de bêtises, vers le 25 avril 2022. Nous sommes aujourd'hui le 19 août 2023. Donc ça fait un an et un mois, un petit peu plus qu'il est chez nous. Et ce Ford a eu pas mal de péripéties en bon et en mauvais. On va un petit peu tout parler dans la vidéo. Alors aujourd'hui, c'est l'heure de l'entretien annuel. Donc on va faire un petit point. Après presque 30 000 km avec ce Ford F-150, je crois que je dois être à 27 000 quelque chose. Donc de toute façon, il m'affiche la vidange à faire, donc je lui fais sa vidange. Et c'est le moment pour moi de vous faire un petit bilan sur la bébête. Les amis, 2 petites minutes dans cette vidéo pour vous parler du sponsor de la vidéo, Car Vertical. Alors Car Vertical, c'est quoi? C'est un site internet qui permet d'éditer des rapports partout dans le monde sur un véhicule et qui évite bien des arnaques. Car Vertical va sponsoriser 10 nouvelles intégrations dans 10 prochaines vidéos qui arriveront sur ma chaîne YouTube qui permettront de financer le projet Mégane 3 RS de course que vous allez revoir très prochainement ou que vous êtes même déjà en train de regarder. J'ai décidé pour ce partenariat de vous offrir à vous, la communauté GLB, les 10 rapports Car Vertical qui permettront donc de vérifier 10 véhicules de la communauté et de pouvoir vous les détailler. Je tiens également à rappeler qu'avec le code GLB, vous avez 20% sur vos rapports Car Vertical. Bien évidemment, tous les liens sont en description de la vidéo. Et les amis, on commence tout de suite avec le rapport d'un véhicule de l'un d'entre vous. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle voiture, un nouvel abonné, ou plutôt une nouvelle abonnée, puisqu'il s'agit aujourd'hui de Nolwenn. Nolwenn, on va passer sa 308 à Car Vertical pour savoir si oui ou non, on va lui annoncer des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Donc les amis, c'est parti, on prend le numéro de VIN ou la plaque d'immatriculation, on le saisit dans Car Vertical et on édite le rapport et on se retrouve tout de suite sur le rapport de Nolwenn. On se retrouve sur la 308 de Nolwenn et là, malheureusement, immédiatement, on s'aperçoit qu'il y a un problème. On a le compteur kilométrique qui a subi une modification. Donc ça, malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. En l'occurrence, elle n'a pas été volée, les statuts juridiques sont bons et elle n'a pas été accidentée. Ça, c'est des points positifs. Donc maintenant, reste à déterminer de combien de kilomètres elle a été trafiquée. Donc on a des photos de la voiture de Nolwenn. Voilà, donc on voit qu'elle est relativement en bon état. Elle est même plutôt en très bon état. On a le numéro de VIN qui est là. Donc ça, c'est des photos certainement qui ont été effectuées par une chaîne de garage. Le problème, on le voit immédiatement, se trouve ici. On voit que le kilométrage a été modifié. Voilà, on voit que le véhicule avait 213 000 km et qu'il est redescendu à 132 000 km. Là, on parle quand même d'une fraude de 80 000 km. Nolwenn, je suis désolé. Je pense que tu vas être dépité en voyant ce malheureux rapport. Mais voilà à quoi peut servir Car Vertical. En fait, je pense que si Nolwenn aurait eu conscience de ce trafic de kilométrage, elle n'aurait jamais acheté le véhicule. Donc Nolwenn, mets-nous en commentaire de cette vidéo si oui ou non tu avais conscience de ce trafic de kilométrage. Mais malheureusement, je suis désolé pour toi, mais en tout cas les autres, ne vous faites pas avoir. Car Vertical, ça sert à ça. Personnellement, je l'utilise. Personnellement, je ne vous fais pas ça parce qu'aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée. J'accepte ce sponsoring parce que je trouve que Car Vertical, ça reste pratique et que ça peut éviter des arnaques. Et en plus, n'hésitez pas avec le code GLB, vous avez 20% de réduction sur vos rapports. Donc, tous les liens sont en description de la vidéo. Et les amis, sur cette triste nouvelle, on continue tout de suite la vidéo. Alors, c'est vrai qu'on en a eu des petites péripéties sur ce Ford F-150 parce qu'après l'importation qui a été relativement complexe, relativement chiante et bardée d'aléas, on arrivera directement alors tout l'aspect mécanique, etc. qu'on avait fait. Hein, je rappelle tous les trains roulants, la remise à plat, l'allumage, les fluides, etc. Ça, bon, ok, pas de souci. Et puis après, on se souvient tous, je pense, de la fameuse piscine intégrée à ce Ford F-150 avec des joints qui avaient été bricolés et un pare-brise totalement fuyard. Donc là, bah, il m'est arrivé aussi une péripétie de ce côté-là. Donc venez voir, parce que vous aviez suivi un petit peu la réparation de fortune qui m'avait permis de pouvoir nettoyer le Ford. Mais tadam, maintenant, il a une nouvelle vitre. Voilà. Alors, pourquoi il a une nouvelle vitre? Eh bien, tout simplement parce qu'il m'est arrivé une petite bricole. En fait, j'ai quelque chose dans la benne qui a tapé la vitre, qui a pété la vitre. Et donc, du coup, bah, c'est passé en bris de glace. Donc, finalement, c'est un mal pour un bien parce que j'avais
des défauts d'étanchéité, souvenez-vous, au niveau des angles. Et j'avais vraiment peur en démontant la vitre que celle-ci pète, donc j'avais acheté les joints, etc. Mais du coup, j'ai pas eu besoin de le faire, puisqu'en fait, c'est directement Carglass qui s'est occupé du changement de la vitre après avoir cassé. Alors, vous pouvez voir qu'on a clairement plus la même vitre qu'on avait avant. Deux raisons. En fait, vu que c'est un Ford F-150 modèle US, en fait, la vitre simple n'est pas trouvable. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais personne qui arrivait à me trouver une vitre simple. Ils le trouvaient, oui, mais pour les modèles européens, donc moins large. Donc, c'était un premier problème. Donc ensuite, ils m'ont trouvé cette vitre-là, mais avec la petite fenêtre ici. Et en fait, dans la garniture du Ford, j'ai tout. Le câblage pour mettre, parce qu'en fait c'est un petit moteur qui ouvre la fenêtre, donc j'ai vraiment tout. Le moteur est fourni avec la vitre, donc moteur, câblage de la vitre, tout est fourni donc dans le kit de remplacement de la vitre. Par contre, ça vient se raccorder sur la voiture. Au niveau de la voiture, j'ai les emplacements, les prises, j'ai tout. Donc je me suis dit, bon de toute façon on met ça, s'il y a tout le câblage, c'est que ça doit fonctionner, il y a juste le bouton à rajouter ou l'option à activer. Bref. Donc du coup, je vais chez Carglass, ils me changent la vitre, etc. J'achète le fameux bouton, le bouton qui vient se mettre sur les Ford F-150 ici. Alors, en fait, ici, vous avez un petit bouton pour ceux qui ont l'option avec la vitre qui s'ouvre, où tac, vous appuyez et le mécanisme entraîne le câble, enfin le moteur entraîne le mécanisme du câble et la vitre s'ouvre ou se ferme au milieu. Donc j'achète le petit bouton, je démonte tout ça et là, surprise, il n'y a pas de câble. Je ne peux pas brancher le bouton, il n'y a pas de câble qui arrive ici. Donc c'est trop bizarre, il y a une partie du faisceau qui est mis, mais pas l'autre. Donc toute la partie mécanisme, c'est déjà prévu, mais la partie arrivée câble n'est pas prévue. Alors j'aurais pu tirer un câble, faire un raccordement, etc. Sauf qu'il faut démonter le plafonnier, etc. C'est bon, j'ai ma dose, j'ai eu ma dose avec ce Ford, j'ai pas envie de m'emmerder plus que ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait la vitre, je vais virer le mécanisme électrique et je vais mettre tout simplement un mécanisme manuel. Ce qui me permettra de l'intérieur de pouvoir ouvrir manuellement ou fermer manuellement la vitre. Et du coup, voilà, ça me permet de pouvoir bénéficier de cette vitre-là. Donc ça fera peut-être l'objet d'une petite vidéo si ça vous intéresse. C'est également le moment de me mettre en description de la vidéo. Mais voici pourquoi j'ai un nouveau pare-brise. Et surtout, du coup, ça m'a résolu intégralement mon problème de fuite. Donc ça, c'est les petites nouveautés qu'il y a dessus. Alors ensuite, maintenant, si on reprend un petit peu la chronologie de ce Ford F-150, vous vous souvenez qu'on a eu un sacré pépin qui m'a coûté d'ailleurs 2 vidanges. C'était le fameux problème de pression d'huile. On avait très peu de temps après l'avoir acheté, je dirais quoi, moins de 5000 km, j'ai eu des problèmes intempestifs de pression d'huile. C'est arrivé de manière aléatoire et puis de plus en plus souvent jusqu'à l'avoir tout le temps. Donc ça, c'est un problème qui m'a fait vraiment stresser. Je vous mettrai la playlist juste ici pour ceux que ça intéresse, qui n'ont pas suivi un petit peu l'histoire de ce Ford F-150. Et en gros, j'avais fait de base, on est en 0,20 là-dessus. 0,20, l'huile. Je l'avais passé en 5,40. Et en gros, au Canada et tout, il roule soit en 5,30, soit en 5,40. Bref, je vous avais expliqué pourquoi j'étais passé en 5,40. Parce que pour moi, la 0,30, elle ne protège pas assez le moteur. Bref, on va pas revenir à tout ça. Je vous ai fait des vidéos là-dessus. Et donc, première chose, je me suis dit, peut-être que c'est un poil trop épais et que ça fout le bordel. Mais techniquement, quand c'est plus épais, ça maintient mieux une pression, etc., etc. Donc, c'était vraiment totalement à l'inverse du problème. Mais on va être honnête, quand vous avez une couille de ce type-là sur une voiture, vous cherchez toutes les causes possibles. Donc du coup, j'ai revidangé. Et pour m'assurer que ce soit vraiment un problème mécanique moteur ou électronique, j'ai foutu une 5,30 dedans. J'ai réduit la fluidité, j'ai abaissé le film d'huile, donc la viscosité à chaud de l'huile. Donc techniquement, une moins bonne tenue à la pression d'huile. Donc techniquement, un problème plus récurrent. Et là, le problème disparaît pendant, je sais pas, 500-600 km. Et hop, il réapparaît. Donc je me dis, c'est bizarre parce que si ça aurait été un problème purement mécanique, donc une usure prématurée du moteur ou j'en sais rien d'autre, ça me l'aurait fait direct en fait. C'est pour ça que j'avais passé une huile plus fluide. Bon. Et c'était pas le cas. Donc du coup, après, je me suis dit, c'est forcément un problème électrique. Du coup, j'ai vraiment prié pour que ce soit un problème électrique parce que j'avais pas envie de changer le bloc, ça coûte un peu de sous. J'avais acheté mon petit capteur origine Ford, capteur de pression d'huile, on l'a changé et depuis, ça va faire à peu près 20 000 km que j'ai changé ce capteur-là. Je n'ai plus jamais eu
ce fameux voyant pression d'huile malgré que je sois toujours en 5,30 dedans. Donc clairement c'était ça et ça m'arrange bien du coup que ce soit ça parce que ça m'a coûté je sais pas une 19-20 balles avec la douane et l'importation. Donc c'était plutôt une mauvaise surprise mais une bonne panne. Maintenant, tant qu'on parle d'huile, on va également parler comparatif 5,30, 5,40 parce que j'ai roulé avec les deux sur ce Ford-là. Donc ça me permet aussi de pouvoir vous donner un retour en termes de fonctionnement, etc. Rien à noter, hein, vraiment, c'est pas une voiture pour faire la course. Donc tu roules vraiment très pépère avec ça. Par contre, en termes de consommation, il y a une réelle différence. En gros, entre la 5,30 et la 5,40, on a à peu près 0,8 litres au 100 en plus. Pourquoi? En fait, c'est très simple, hein. L'huile étant plus visqueuse à chaud, on a des résistances internes qui sont plus importantes et ça se traduit par une surconsommation. Plus le moteur est gros, plus on a ce phénomène-là. C'est d'ailleurs pour ça que les constructeurs maintenant nous passent sur des huiles très fluides, 0,30 voire 0,20 maintenant et j'ai même vu que la 0,10 arrivait. Et bien tout simplement parce que plus l'huile elle est fluide, plus elle est fine, moins il y aura de résistance interne dans le moteur. Et donc, moins vous allez utiliser d'énergie pour contrer cette résistance et moins vous allez consommer. Et donc, du coup, moins vous allez polluer et vous allez respecter les fameuses normes Euro. Voilà clairement à quoi ça sert. C'est pour ça que je vous parle un petit peu de mon ressenti avec deux huiles sur ce Ford. Maintenant, ça c'est clairement pour le côté consommation, pollution, etc. Sur l'aspect purement mécanique, ça reste à mon sens des huiles trop fluides qui ne protègent pas suffisamment le moteur. Alors là aujourd'hui on va s'occuper un petit peu de l'entretien des 30 000 avec ce Ford. Il me reste de la 530 qu'on avait en stock, donc du coup je vais reprendre de la 530, je ne vais pas utiliser de la 540 parce que c'est un moteur qui dépasse rarement les 2000 tours, donc en vrai la 530 ça suffit largement. En plus celui-ci c'est un modèle importé de Dubaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes de refroidissement moteur, on a des radiateurs additionnels, chose qui n'était pas vendue sur le marché américain. Donc du coup on a aussi un système de refroidissement qui est plus élevé, donc ça chauffe moins que le même modèle en Amérique ou que les modèles sur le marché européen. Donc c'est pour ça que je me permets de pouvoir mettre de la 530, surtout que bon là on est un petit peu fin août, dans 2 mois il caille, donc en fait en hiver il n'y a pas d'importance. On aurait fait la vidange, je dirais fin avril, je pense que je serais parti sur une 540, ce qui m'aurait permis d'avoir une huile suffisamment épaisse pour mieux protéger avec les fortes chaleurs de l'été qu'on n'a pas eu du coup. Bon je suis médisant parce qu'aujourd'hui il fait presque 30 degrés, mais bon ça fait un mois qu'on n'a pas eu de soleil. Alors ensuite, on a eu, après toutes ces galères-là, la petite préparation un petit peu baroudeur, préparation qui va être amenée du coup à évoluer. Alors au moment où je vous tourne cette vidéo-là, c'est en pourparler, mais normalement je devrais avoir une seconde tente de toit. Différentes, plus petites, ce qui permettrait en fait de pouvoir fabriquer, donc là ça va être entièrement artisanal. Ici j'aimerais pouvoir faire un support complet, un peu type galerie. En fait ça existe déjà sur ces voitures-là. Sauf qu'en gros, ça vaut 2500 balles, tu as 2000 balles de transport parce que tu imagines la longueur de la galerie et ça coûte une blinde à importer, quoi. En gros, il n'y a pas d'autres mots. Donc à la base, j'étais parti pour acheter ça, mais je me suis dit c'est mort, je ne mets pas entre 4 et 5 000 euros pour juste une galerie pour mon Ford F-150. Donc du coup, je vais conserver mes barres de toit ici et ici, sur la benne, je vais fabriquer une galerie. Une galerie qui va venir en gros à peu près ici, ce qui me permet de pouvoir conserver mon cover ici, parce qu'en fait les galeries que vous achetez, elles sont profilées avec la carrosserie, sauf que lui il est droit, donc en gros ça vient dépasser. Le problème c'est que moi je m'en sers pour barouder, pour partir en vacances et en week-end, etc. Et j'ai absolument besoin que ma benne soit protégée. D'une pour le vol, deux pour les intempéries. Si demain je mets une galerie dessus mais que du coup ma benne n'est plus protégée, toutes les valises, les affaires, etc. vont prendre la flotte. Donc j'ai l'obligation de devoir conserver ça. Donc je vais fabriquer entièrement une galerie que je vais faire moi-même, ici qui va venir se spitter là, qui va venir droit comme ça, partir là-bas. Et en gros je vais monter une deuxième toile de tente ici. Donc une toile de tente plus petite, ce sera une 2 places, là on a une 4 places. L'idée c'est que quand on part avec des amis, ça permet aussi de pouvoir offrir un petit peu de confort. Mais aussi, une tente 4 places, c'est clairement pas adéquate pour 4, c'est plutôt adéquate pour 3. C'est pour ça qu'on dit 2 adultes, 2 enfants. Donc c'est aussi un certain confort d'avoir entre guillemets une deuxième chambre sur mon truc. Mais voilà, c'est aussi le délire d'avoir un truck 100% baroudeur et partir un petit peu là où on veut en France et pouvoir dormir à peu près là où on veut en France. Parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est que celle-ci, elle est grande. Et quand elle est grande, elle a une prise au vent. Et quand elle a une prise au vent, c'est aussi un problème parce qu'il y a des fois où il fait, on a eu le cas notamment quand on est parti une semaine en vacances
du côté du Pays Basque, bah on est parti avec une tempête, et bah il a fallu qu'on se planque dans un bois pour pouvoir déplier parce que ça résiste, si je dis pas de bêtises, aux alentours de 50 km/h de vent. Donc c'est-à-dire que si demain tu pars, il y a une tempête, un machin, etc., bah, ça te permet d'avoir 2 couchages dans la petite et tu peux aménager 2 couchages à l'intérieur également de la voiture. Donc ça permet de pouvoir dormir de manière aussi plus confortable. Donc on va rendre entre guillemets ce truck plus polyvalent, plus stylé et encore plus baroudeur. Donc ça c'était pour un petit peu le projet à venir. Donc oui, ça va continuer sur la chaîne et oui, vous allez continuer à le voir. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus après 30 000 km? J'ai été hyper agréablement surpris de l'usure des pneumatiques. Vous avez vu les crampons, je m'attendais vraiment au bout de 15-20 000 sur la route qu'ils soient totalement morts. Et ben on approche les 30 000 km et je dirais que j'ai à peu près 20%, 30% d'usure. Et les pneus là-dessus, ça coûte une fortune. Donc c'est plutôt un bon point en termes de coût d'utilisation de cette voiture-là. Après, est-ce que je suis déçu, est-ce que je ne suis pas déçu de cette voiture-là? Bah, je vais être totalement transparent, j'ai été déçu de mon importation, ça vous le savez tous, hein, les galères, les petites cachotteries que j'ai eues, etc. Et surtout le manque, je dirais, de sincérité, d'honnêteté des gens avec qui j'ai travaillé pour importer ce truck. Mais si on supprime vraiment la partie importation, franchement, je suis super content de l'avoir parce qu'aujourd'hui, c'est le véhicule qui roule le plus chez moi, c'est le véhicule que j'ai pas envie de revendre et c'est le véhicule qui me sert à tout faire. On part en vacances avec, ça a de la puissance, c'est sympa, c'est hyper confortable. On a fait 2500 bornes, on n'a pas eu mal au dos, rien. Je fais des travaux, j'ai la benne, je vais chez le Roi Merlin, je lui mets une tonne, ça bouge pas. Je pars en week-end buggy, je croche le plateau, le truc qui tire, il sent même pas. Franchement, c'est hyper polyvalent. Donc pour ça, ça me donne absolument pas envie de le vendre. Parce que si je le vends aujourd'hui, je rachète quoi? Bah, je suis obligé de racheter un pick-up parce que si j'achète un utilitaire en me disant je renforce le côté baroudage, etc., le problème d'un utilitaire, c'est que c'est 2 places ou 7 places. Il n'y a pas 4 places plus une benne. Sinon, tu le fais, c'est pas homologué et là, tu as des problèmes. Donc, franchement, aujourd'hui, non, j'ai vraiment pour ambition de le conserver. Et je dis pas ça comme toutes les voitures où c'est vrai que généralement je le vends. Vous voyez, ça fait 1 an qu'il est là et je continue à entrevoir de l'évolution sur le côté baroudage de ces voitures-là. Donc, non, j'ai clairement pas envie de le vendre. Et aujourd'hui, j'en suis sincèrement pas déçu, mécaniquement parlant. Alors, j'ai eu des aléas au début, et j'en ai eu il y a pas très longtemps, parce que il n'y a pas très longtemps, vous avez vu la dernière vidéo, et bah tout simplement, il a décidé de prendre feu ce con. Alors, je vous explique, en gros, on était à 24 heures du rassemblement GLB. Je sors toutes mes voitures, etc. pour les laver, pour les exposer. Et au moment de démarrer, lui, il va savoir pourquoi, pour te situer un petit peu. Il n'avait pas roulé de la semaine. La dernière fois qu'on a roulé, on est venu de chez mes beaux-parents, on avait fait, on va dire, 60 km. On l'a garé, il marchait super bien. Et quand je le démarre pour les laver, quoi, tout simplement, le truc, il prend feu dans le compartiment moteur. Et en fait, l'alternateur, je sais pas, franchement, je suis pas assez calé en électronique pour vous dire ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais en fait, il a tout simplement pris feu. Ce qui fait que l'axe s'est soudé au bobinage, ça a fondu là-dedans. Et du coup, ça a pris feu, la courroie, elle a chauffé, elle a cassé, enfin, elle a presque cassé. Et du coup, voilà les petites nouvelles. Alors, du coup, nous, on avait prévu de partir en vacances et qu'il a vu faire livrer un alternateur en urgence des US, etc. Parce que j'ai regardé partout sur le marché français, j'ai appelé les ventes de pièces à CE, à des distributions, etc. Personne faisait parce que c'est un modèle américain, donc j'avais pas la pièce. Donc, du coup, ça m'a coûté une petite fortune à réparer, mais ma foi, depuis, je touche le Ford, pour l'instant, il remarche nickel. Là, il doit avoir à peu près 3000 km depuis le changement d'alternateur. Il remarche. Alors, je n'en sais rien. Est-ce que c'était le sable dedans qui a abîmé quelque chose, qui a fait qu'à un moment, il y a eu un court-circuit, ça a pris feu? J'en sais rien. Franchement, je suis pas assez calé. J'avais jamais vu de ma vie un alternateur qui prend feu, qui fond et qui soude. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des alternateurs qui grillent, qui ne chargent plus, mais vraiment qui prennent feu et qui fondent, je ne sais pas. Alors Olivier qui était présent, il m'a dit que c'était certainement un appel, au moment de l'appel de courant, que ça a fait un court-circuit et que ça a pris feu. Franchement, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que quand on l'a garé, il marchait super bien et une semaine après, il marchait plus du tout. Voilà. Donc ça, c'est la dernière petite misère qui m'a fait. Après, il arrive à 120 000 km. Donc, bon, voilà, ça reste tôt pour un alternateur, on va pas se mentir. Mais peut-être que c'était le sable. Voilà, j'ai pas vraiment la réponse en toute sincérité. Mais bon, il reroule et ma foi, si on relativise, c'était pas très grave. Ça nous a juste fait chier parce que c'est tombé au mauvais moment. Et surtout que ça aurait pu être plus grave. Parce qu'en vrai, j'ai eu le bon réflexe. J'ai coupé direct, j'ai ouvert, le feu s'est éteint. Parce qu'on était dans la grange derrière. Au-dessus, c'est ma maison. Franchement, les conséquences, elles auraient pu être gravissimes, hein. La baraque prenait feu, tout prenait feu. Voilà, j'ai eu le bon réflexe.
c'est une affaire passée, c'est réparé. Qu'est-ce que je vais avoir à faire? Alors aujourd'hui, on va lui faire une petite vidange tranquille. On va aussi inspecter un petit peu l'état de l'huile, etc. Il a eu, alors ça va faire 30 000 km et il a eu 3 vidanges. Mais en gros, celle-là, c'est la vraie vidange. Parce que rappelez-vous, l'autre, on avait vidangé au bout de 5-6 000 km à cause de fameux pressions d'huile. Donc du coup, il y a eu deux vidanges vraiment très rapprochées et une un petit peu plus longue. Donc là, c'est le moment de vérifier un petit peu l'état. On va contrôler tout ça, on va lui faire un petit nettoyage. Et à l'avenir, il y aura également une vidéo sur la boîte de vitesse automatique. C'est-à-dire que quand je l'ai acheté, ils ont fait une vidange partielle. Donc changement de crépine, vidange partielle, parce qu'il faut une machine pour faire une vidange totale de la boîte. Et la boîte, elle était vraiment hyper fluide, etc. J'avais vraiment aucun à-coup. Et là, je commence à sentir la décomposition des rapports. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu as une boîte qui marche super bien, qui est bien propre, etc., bah en fait, tu dois te concentrer pour aller trouver le moment où ta boîte passe les rapports. Là, aujourd'hui, je sens les 3/4 des rapports, je suis capable de les sentir. Donc, ça veut dire que l'huile commence à s'encrasser, que la crépine commence à s'encrasser, que du coup, la pression interne de l'huile dans la boîte commence à baisser et du coup, la boîte commence à moins bien fonctionner. Donc, dans les 10 000 km à venir, je vais faire un nettoyage et une vidange complète du Ford F-150, cette fois-ci avec une machine. Alors j'aurais pu refaire comme Monsieur Tout-le-Monde à la maison une vidange partielle, c'est ce qu'on fait régulièrement, mais étant donné que je dispose d'une machine, ça me permet aussi de pouvoir varier les contenus. Je vous fais des fois du Monsieur Tout-le-Monde, je vous fais des fois du un peu plus professionnel. Voilà, ça me permet clairement de pouvoir varier le contenu et moi personnellement de ne pas m'ennuyer. Alors, clairement, au niveau des huiles, on va utiliser Syntix. Syntix, vous commencez à connaître maintenant. On vous en a parlé un petit peu en long, en large, en travers. C'est une nouvelle marque qui est arrivée sur notre boutique officielle mylittlegarage.fr. Marque qui remplace partiellement Xenom. J'insiste sur le partiellement. En fait, Syntix est une marque de compétition qui appartient au groupe Xenom, qui est le pôle compétition qui n'était pas vendu aux particuliers. On a eu la chance de pouvoir distribuer ces produits-là qui n'ont pas de coût marketing et qui sont exactement les mêmes produits que chez Xenom et ce qui permet au client final d'avoir entre 15 et 30% de remise sur les mêmes produits, sauf que au lieu de s'appeler Xenom, il s'appelle Syntix. Voilà, huile blanche, M-Flush, Engine Flush, etc., etc., etc. Mais il y a des produits qui sont disponibles que chez Xenom, qui fait qu'on a toujours aussi une partie Xenom sur la boutique, notamment les huiles graphitées, mais aussi la partie atelier, graisse cuivrée, graisse céramique, etc. Ça, c'est absolument pas disponible sur Syntix, donc du coup, on garde également Xenom. C'est pour ça qu'il y a des produits de Xenom qui sont sortis au profit de l'arrivée de Syntix, parce qu'en fait, c'est les mêmes produits, on ne va pas vous vendre les deux, on vous garde le moins cher. A l'inverse, il y a des produits qui ne sont pas sortis chez Syntix, qui sont restés chez Xenom, parce que tout simplement, Xenom ne les produit pas sous la marque Syntix. Donc c'est pour ça que maintenant, vous allez voir beaucoup de Syntix dans les vidéos mécaniques, et moins de Xenom, parce que tout simplement, nous aussi, on le paye moins cher. C'est aussi simple que ça. Donc bien évidemment, comme à chaque vidéo, tous les produits utilisés seront en description de la vidéo. Libre à vous de savoir si ça vous intéresse ou pas. Donc aujourd'hui, les amis, on va faire un petit contrôle filtre air, puisque rappelez-vous, c'est un filtre air sport, donc lavage du filtre air, nettoyage, remise. Changement du filtre à huile, nettoyage du moteur, changement de l'huile et on va dans une prochaine vidéo s'attaquer à la boîte, donc ça arrivera je pense courant de l'hiver. Et bien écoutez les amis, c'est parti, maintenant que je vous ai fait un petit récap un petit peu de mes 30 000 km vécus avec ce Ford F-150, et ben on ouvre le capot, on lui met un petit engine flush, donc c'est un nettoyant avant vidange, on part rouler avec et on se retrouve pour vidanger tout ça. Bon alors là, il me reste un reste de M-Flush dans le garage et chez du Syntix. Engine Flush. Donc ça et ça, qu'on soit bien d'accord, c'est exactement le même produit. C'est juste la marque qui diffère. En gros, la formulation de ça, elle a été mise chez Syntix, qui appartient au même groupe que Xenom, sous le nom de Engine Flush. Donc du coup, étant donné que moi j'ai 7,5 litres d'huile et qu'il faut mettre un flacon jusqu'à 5 litres, 6 litres d'huile, autant pour moi. Donc du coup, il faut que je mette un flacon plus un peu d'un autre, un demi-flacon, voire 2 flacons. Parce que c'est 3 à 6 litres. Donc si je mets 2 flacons, ça fait 6 litres. Voilà. En gros, je mettrais 2 flacons de 300 ml, 600 ml. Donc je vais mettre mon Engine Flush de chez Syntix. Et puis pour pas gaspiller des produits, je vais tout simplement remettre un fond de mon gros bidon de M-Flush. Voilà. Alors je rappelle que ça, c'est un nettoyant vidange qui permet de pouvoir rouler avec. Donc moi, je vous conseille vraiment de rouler avec ce produit-là. C'est là où il est le plus efficace. Vous le mettez le bon dosage dans votre moteur. Vous allez rouler 50-60 km. Alors bien évidemment, vous n'allez pas rouler comme un fou. Il faut vraiment rouler normalement. Mais en fait, le fait que le moteur brasse le détergent et soit chaud, ça va vraiment super bien nettoyer votre moteur. Et ensuite, vous vidangez. L'avantage
de ce produit-là par rapport aux autres, c'est qu'en fait, c'est une huile détergente et pas un détergent. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez le Engine Flush de chez Mecaron, c'est un détergent. Ça va détériorer votre huile et c'est pour ça que c'est interdit de rouler autre qu'au ralenti, enfin de ne laisser que moteur au ralenti. Interdit d'accélérer, interdit de rouler avec parce qu'en fait, votre huile va être dégradée et vous allez tout simplement défoncer votre moteur si vous ne respectez pas les règles. L'avantage de ce produit-là, c'est que ça ne va absolument pas détériorer votre huile. C'est une huile détergente, donc ça va continuer à lubrifier tout en nettoyant. Et c'est pour ça que le mieux avec ce produit-là, c'est de rouler. Sinon, c'est 30 minutes au ralenti. Donc là, je mets tout mon flacon. Et je viens compléter du coup avec ce qui me reste de M-Flush de chez Xenom. Donc maintenant les amis, je pars rouler une cinquantaine de kilomètres et on se retrouve dans le garage pour faire la vidange. Donc là, mes 50 km sont faits. Donc maintenant, on va passer dessous et on va s'attaquer à la vidange et regarder un petit peu l'état de l'huile. Alors là, ce qui est chiant, c'est que vous voyez, pour rentrer le Ford dans le garage, là, on est quand même moins équipé qu'au bâtiment. Le Ford est vraiment très grand, ce qui fait qu'il ne passe pas en largeur. Il faut déjà plier les rétros et tout. Et en fait, je ne peux pas l'aligner sur le pont. Et de toute façon, je crois que le pont, il est trop petit pour le Ford. C'est trop dangereux. Et même en longueur, de toute façon, le Ford arriverait dans l'établi, donc c'est pas possible. Donc on rentre juste l'avant et on va faire la vidange par le dessous, quoi, à quatre pattes, à l'ancienne. Donc c'est parti, on met ça en vidange. Bon allez hop, c'est parti. Ah, c'est pas hyper accessible. Bon, on peut voir que le moteur il s'est quand même bien ressali depuis qu'on l'avait nettoyé quand on l'a eu. Hein. Mais bon, après, voilà, comme je vous l'ai dit, ça roule même beaucoup. Donc ça se salit aussi. Alors, le filtre à huile, il est tout là-dessous, là-dessous. Ben, du coup, il faut dire que je fasse un peu de place. On va en profiter, on va faire un petit nettoyage de débitmètre. Petit entretien, quoi. Dans les règles. Alors, hop. Bon, preuve en est que vous voyez, toujours pas trop serrer le filtre. Est-ce que vous voyez, hop, en 2 secondes c'est fait. C'est quand même plus pratique. Ah, puis cet alternateur qui est tout beau, qui m'a coûté une fortune. Le filtre à huile. Faut grimper sur les longerons pour pouvoir accéder au moteur. Bon, comme d'habitude, j'aime bien un petit peu inspecter l'huile qui sort du moteur. C'est toujours un bon indicateur sur une potentielle usure anormale du moteur ou un état d'encrassement. Voilà, c'est toujours une bonne petite vérification qu'on peut faire de manière gratuite. Alors, première chose qu'on fait, on met le doigt dedans et on regarde un petit peu sur le doigt la couleur qu'a l'huile. Donc là, elle est noire, ok, mais on voit encore mon doigt. Quand vous avez des huiles qui sont très très noires et quand vous essuyez comme ça, vous avez du noir sur le doigt, ça veut dire que le moteur était vraiment très encrassé. Généralement, on retrouve ça sur des huiles long life. On va avoir des intervalles de vidange entre 40 et 60 000 km. C'est pour ça que je le déconseille, parce que si votre doigt, il faut le laver, vous imaginez bien que l'intérieur du moteur, il faudra aussi le laver. Donc là, en l'occurrence, on a une huile qui n'est pas très sale, donc qui est certainement pas très contaminée. Et après, on prend une lumière comme ça, et on balaye l'huile avec la lumière pour voir si on a des petites paillettes métalliques. Donc on met des petites auréoles comme ça sur l'huile et ça permet de voir si on a des copeaux ou des choses comme ça, métalliques. Là en l'occurrence, il n'y a absolument rien du tout d'anormal. Donc ça, c'est des très bons signes. Mais sinon, voilà, si on a une conduite par exemple de lubrification au moteur qui est bloquée, on peut avoir un manque de lubrification et ça se retrouve par de la limaille dans le bas moteur. Surtout que là, en plus, on a tout simplement fait un engine flush de chez Syntix, donc on a nettoyé le carter, on a nettoyé le moteur, donc toute la merde ressort. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire ces petites vérifications. Là, en l'occurrence, tout va bien, donc on peut remettre en huile. Ouais, c'est ça, c'est goûté. Nous, pendant ce temps-là, on va s'occuper filtre air et débitmètre. Comme ça, on va nettoyer tout ça. J'étais tout. Dans quel état est le filtre après 30 000 km? Il m'a l'air nickel. Oh, un petit peu sale. Non, un petit peu sale. Alors là, je vais vous faire un petit rappel pour le lavage, quel produit j'utilise et surtout ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce que je conseille, c'est toujours, quand on nettoie notre filtre à air, de venir laver notre débitmètre. Parce que, quand on a un filtre à air, bon, en vrai, on peut le faire tout le temps.
Mais quand on a un filtre à air type sport avec de la graisse, en fait, lors du filtrage de l'air, on va avoir tendance à avoir une air un peu grasse. Forcément, vu que le filtre à air est huilé. Donc du coup, on peut avoir un peu de dépôts gras qui viennent se positionner sur les filaments du débitmètre. Donc là, on va plus les voir par là, mais ouais, je ne suis pas sûr que vous allez voir avec la caméra, avec l'angle. Et en gros, on peut avoir du coup des valeurs qui sont un petit peu faussées au niveau de l'injection, du débit d'air, etc., etc. Donc moi, c'est une habitude que j'ai, ça prend 5 minutes. Vous prenez du nettoyant frein ou du spray contact, c'est comme vous souhaitez, les deux le font très bien. Et on nettoie abondamment le débitmètre. Comme ça, on retire la fine pellicule de graisse qui peut se mettre sur les filaments. Et du coup, on récupère 100% du bon fonctionnement du débitmètre. Les 3/4 du temps, les problèmes de débitmètre, c'est juste de la merde dessus. J'ai changé une seule fois un débitmètre qui était défaillant. Toutes les autres fois, un simple nettoyage a permis de faire refonctionner. Le débitmètre, on fait très attention, on ne souffle pas dessus, on laisse sécher à l'air libre. C'est une pièce qui est hyper sensible, le filament est très fin dessus. Et en fait, si on vient commencer avec la soufflette, on risque juste de casser le filament. Et là, vous avez tout gagné, il est mort et ça vaut un petit peu cher. Donc, pour lui, c'est bon. À l'inverse, pour le filtre à air, on ne va surtout pas appliquer la même technique. Le filtre à air, on va utiliser un produit type APC, un dégraissant. Donc nous, le produit qu'on a validé aujourd'hui, le meilleur produit dans cette gamme, c'est le Green Star de chez Core Chemie. Donc on va aller tout simplement le diluer, on va nettoyer, on va vaporiser, on va rincer au jet d'eau avec une faible pression, surtout pas un Karcher, une machine à laver ou je ne sais quoi, parce qu'en fait, c'est tout simplement des fibres de coton qui sont pris dans un maillage en acier. Si on vient laver avec trop de pression, c'est-à-dire avec une soufflette, avec un Karcher, avec une machine à laver, en fait, on va venir abîmer les fibres de coton. Si on abîme les fibres de coton, on va venir tout simplement retirer l'efficacité filtrante du filtre à air. En gros, vous allez aspirer de la merde et vous allez niquer votre moteur. Donc, c'est hyper important de le faire de manière propre. Ensuite, le séchage. Il ne doit jamais se faire avec un sèche-cheveux, avec un décapeur thermique ou avec tout ce qu'on pourrait trouver à la maison. Parce qu'en fait, vous risquez, pareil, de venir brûler la fibre de coton et de détériorer l'efficacité filtrante du filtre. Donc, on va laver avec un APC, on rince avec un jet, avec un petit peu de pression, mais pas de la haute pression. Et on laisse sécher tout simplement au soleil, comme si vous laviez un vêtement. C'est aussi simple que ça. Et quand c'est sec, on remet dans la voiture. Attention à bien attendre qu'il soit sec avant de le graisser, parce que sinon vous allez faire une pâte qui va coller, et même pire que ça, quand vous le remettez dans la voiture et que vous aspirez, vous allez aspirer de la vapeur d'eau, ce qui est absolument pas bon du tout pour votre moteur. Donc c'est parti, on va nettoyer ça. Bon, l'idéal pour nettoyer les filtres, ça reste la petite poire de jardin, ou alors sinon le jet du robinet. Voilà, on vient passer ça sous le robinet, rien de plus. Donc là, le Green Star, je vous mets au montage le produit que c'est, parce que moi j'en ai déjà, bon, il me reste un fond. Je le dilue à 10% avec de l'eau. Je vous mettrai le lien en description. T'es fatigué, hein. Grosse fatigue. Hein. Du coup, je vous mettrai le lien en description et le dosage, c'est 10%. Là, on vient vaporiser abondamment sur le filtre. Donc là, maintenant qu'on a laissé bien agir, on laisse agir 5 minutes, ça dépend de la température extérieure bien sûr. On va tout simplement passer la pression dans le sens inverse de filtration. Si on filtre par là, on va mettre l'eau par là. C'est logique, c'est juste pour décoller les saletés. Donc en l'occurrence, c'est le cas pour moi. Donc c'est parti. On prend, voilà. Ça c'est très bien, il n'y a pas beaucoup de puissance et par contre il y a beaucoup d'eau. Donc là, on rince. Et en fait, l'avantage de l'APC de chez Core Chemie, en fait, c'est qu'il va venir dégraisser. Il a un très fort pouvoir dégraissant. Et vu qu'en fait, c'est la graisse qu'on applique sur le filtre qui vient retenir les particules de poussière, et ben à partir du moment où on vient retirer la graisse du coton, et ben on éjecte toutes les impuretés. Alors, il existe des produits spécial filtre à air sport, etc. Il y a 50 marques qui existent. Bon, franchement, moi je trouve que ça fonctionne pas mieux. Par contre, c'est vendu beaucoup plus cher. Parce que le Green Star, ça vaut que dalle. C'est un produit qu'on dilue.
les produits spéciaux, ça vaut une fortune. C'est comme les graisses. Moi, la graisse qui est du Cayenne, du BMC, du Green ou tout ce que vous voulez, je prends la moins chère. La graisse, c'est de la graisse. Il faut juste une graisse pour le filtre à air parce que sinon, on va venir détériorer et surtout, on n'arrivera plus à nettoyer. Mais une graisse, ça reste une graisse. Moi, je prends la moins chère. J'en ai acheté un, ça doit faire 7 ans et elle me sert encore. Donc là, on nettoie tant que ça mousse. Quand il n'y a plus de mousse, c'est tout bon. Donc là maintenant le réflexe qu'on aurait pour accélérer, c'est de le passer au compresseur, chose à ne surtout pas faire. Donc là vous le secouez comme ça, voilà, vous dégrossissez la flotte qu'il y a dedans. On laisse sécher, on laisse tout ça s'écouler. Bon, on a remis le filtre à huile, maintenant on remplit. Voilà, donc pour l'huile moteur c'est terminé, on s'occupe du filtre. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'utilise la graisse green parce que j'ai acheté ça il y a 10 ans et que ça marche encore. Donc là, pareil pour le graissage, c'est comme pour la vache, c'est pas plus où on en met, meilleur c'est. On vient juste mettre un petit film d'huile gras dessus comme ça. C'est pour ça que je préfère aussi la version cheap sheet que la version avec du gaz. Parce qu'après, si on met trop d'huile, bah en fait, oui, on va retenir la crasse, mais le problème c'est qu'on va venir très vite aussi encrasser notre débitmètre. Voilà. Et bien maintenant on repose tout ça. Hop là. On pense à rebrancher le débitmètre. On replace notre collecteur, enfin notre tubulure plutôt. Voilà. On rebranche les urites. On serre tout ça et ça se termine pour l'entretien des 30 000 km depuis son achat. Bon bah écoutez les amis, ça se termine pour cette petite vidéo avec l'entretien du Ford F-150. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouvera très prochainement pour une vidéo cette fois-ci de la boîte. Donc vidange totale avec la machine de la boîte de transmission automatique. En attendant les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Tous les produits utilisés seront bien évidemment en description de ma vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si tu aimes la méca, que tu aimes les retours un petit peu fous comme ça sur ce Ford F-150 plein de péripéties, ben n'hésite pas, abonne-toi, mets la petite cloche et nous on se retrouvera très prochainement. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.